L'époque où l'on entrait dans une entreprise à 25 ou 30 ans pour en sortir à l'âge de la retraite est révolue. Le monde du travail tourne à un rythme effréné et l'on peut vite être dépassé. Pour s'adapter, se former est essentiel. Mais si les dispositifs sont nombreux, il est également facile de s'y perdre. Nous avons en France le dispositif de formation professionnelle continue le plus complet au monde. Et ça, avant la réforme de 2009. Nous avons donc une palette de dispositifs absolument ébouriffante. Alors le plan, la professionnalisation, le DIF, le CIF, la VE, enfin j'en passe et des meilleurs, les bilans, etc. Je rejoins M. Potier là-dessus sur l'évolution de l'implication personnelle du salarié dans son évolution, sa formation au long de sa carrière, dans une entreprise ou plusieurs d'ailleurs. Effectivement, on a un des systèmes les plus complets au titre de la formation professionnelle. Je rajouterai un adjectif, un des plus complets, parfois un des plus complexes. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de dispositifs, il y a un problème de lisibilité. On constate deux choses. Déjà une énorme complexité pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de se structurer. Et donc par rapport à ça, vraiment un besoin très fort de simplification, d'accompagnement pour ces gens-là, tant pour l'entreprise que pour les salariés de l'entreprise. Et puis également un autre constat, c'est une inégalité finalement des salariés qui, là je reviens là-dessus, sont porteurs de leur formation tout au long de leur carrière. Et je vais reprendre ce que disait Madame tout à l'heure, salariés, demandeurs d'emploi, salariés, demandeurs d'emploi, puisque maintenant c'est comme ça. Et là-dessus, un vrai besoin de formation continue, je dirais pas, même pas pour parler de reconversion professionnelle, mais même pour se remettre à niveau. La complexité, elle vient de notre système, de notre droit. On a un système en droit social sur les actions de formation professionnelle continue qui est abominable. Abominable. Alors, je n'étais pas négociateur en 2003, et quand les négociateurs de la CGPME, je m'en souviens, un de mes amis qui était d'ailleurs à la tête de la négociation est revenu avec l'accord de 2003, je lui ai dit, mon vieux, s'il y avait moyen de faire plus compliqué, vous avez loupé une occasion. Bon, je me suis abstenu de tout commentaire quand je suis revenu de la négociation de 2009. Parce que ça, alors là, ça a été complètement loupé. Alors, mais à notre corps défendant, hein, le problème, c'est que quand on fait une négociation de ce type, on a un document d'orientation qui a été fait par le gouvernement le 24 juillet, remis par le gouvernement le 24 juillet 2008, document d'orientation qui dit aux partenaires sociaux, vous négociez sur tel point. Hein, vous vous mettez d'accord. Si vous vous mettez d'accord, on reprendra ça dans une loi. Sinon ben c'est nous qui légiférerons. Et voilà. Bon. Donc, la complexité, elle vient de la commande. Multitude d'acteurs, complexité, si la loi de 2009 est loin d'avoir tout résolu, elle a effectivement eu plusieurs mérites. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Nous semble-t-il, il est majeur parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la formation continue des salariés. Aujourd'hui, on parle aussi de la formation continue de l'individu, de l'actif cheminant, qu'il soit étudiant, demandeur d'emploi, salarié, puis demandeur d'emploi, puis salarié, puis demandeur d'emploi, puis salarié. Voilà. Et donc aujourd'hui, les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, par l'intermédiaire effectivement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui est le chef des chefs, nous intervenons même dans la formation même avec des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi. Pour moi, la formation continue, c'est effectivement la formation qui s'adresse à toute personne à partir du moment où elle a quitté la formation initiale. Ce qui veut dire que c'est très large. Et c'est vrai que la loi de novembre 2009 a encore élargi ce socle, puisque jusqu'à alors, on ne s'adressait qu'aux salariés d'entreprise.
Donc tous ceux qui avaient quitté l'emploi étaient laissés pour compte. Or, c'est souvent ceux-là qui ont besoin justement pour repartir d'une formation. Et c'est vrai que grâce au fonds de sécurisation, aujourd'hui, une partie des financements des entreprises va à ceux qui les ont quittés, mais qui sont toujours des salariés potentiels. Donc je parle des chômeurs. Les chômeurs ont donc désormais accès à davantage de dispositifs, mais d'une manière générale, les inégalités perdurent, même entre les salariés. Il est par exemple plus facile de se former dans les grandes entreprises que dans les petites, les TPE étant confrontées à des problématiques bien spécifiques. Un autre domaine aussi, il y a beaucoup d'interrogations, c'est la compétitivité, notamment des PME. Je crois que les grands groupes se sont dotés assez fréquemment de structures importantes en termes de formation continue. Certaines sont dotées de campus ou d'universités. Les PME ont davantage de contraintes, c'est plus compliqué, plus difficile peut-être. Comment, alors que, d'après les informations qu'on peut avoir ou des enquêtes, les fonds finalement versés par les PME ne sont pas tous utilisés. Donc paradoxalement, il semblerait qu'il y a d'autres freins pour... Bon, alors peut-être, paradoxalement, donc, quels sont les autres freins qu'on peut lever pour la formation en PME ? Au total, 40% environ des salariés français se forment chaque année. 40%. Alors évidemment, c'est une moyenne. Si on prend du côté des PME et des TPE, les moyennes, ce taux d'accès descend. Avec des entreprises, là, vous disiez, qui utilisent fortement et d'autres qui l'utilisent très peu, avec aussi un problème majeur qu'on a complètement oublié pendant toute la négociation, qu'on est en train encore une fois d'oublier. C'est que c'est l'intérêt des salariés des TPE et des PME pour aller se former. Je crois qu'il y a vraiment une différence énorme entre les petites entreprises et les grandes. Dans les petites, le problème essentiel, c'est le problème du temps, parce que quand vous avez une entreprise avec 4 salariés, quand vous en avez un d'absent, ça fait 25% de l'effectif. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est qu'à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas de formation, il n'y a pas forcément de plan de carrière, si je puis dire. Donc, si je prends l'exemple que je connais bien, celui de la boulangerie-pâtisserie, l'évolution, c'est de s'installer à son compte. Mais pour le chef d'entreprise, ça veut dire quoi, un salarié qui s'installe à son compte? C'est un salarié qui va le quitter. Oui. Donc il n'est pas forcément dans son intérêt de former le salarié. Donc il y a aussi des freins évidents qui sont liés à la structure de l'entreprise. Les bonnes volontés ne suffisent d'ailleurs pas toujours. S'il est essentiel de se former, encore faut-il savoir quelle formation suivre. Si vous demandez à une personne, un salarié, si je prends le cas d'un gestionnaire de rayon chez moi, un chef de secteur, quel type de formation tu souhaites, il va me regarder en me disant je ne sais pas, qu'est-ce que vous me proposez. Donc la difficulté côté salarié, c'est de se dire la formation, ça m'intéresse, mais quand il a dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous me proposez, comment ça fonctionne, avec tous les freins que nous avons à lever. Effectivement, tant qu'on ne fait pas un lien entre formation et emploi, on n'y arrivera pas. Et malheureusement, là-dessus, je crois qu'il y a une défaillance en général du management. Parce que le premier en contact avec le salarié, c'est son manager. Et son manager a certains outils, dont l'entretien professionnel annuel, qui devrait être justement le moment de faire un point sur ses compétences et de voir quelles sont les compétences nouvelles dont il a besoin pour aller plus loin ou pour s'adapter, parce qu'il y a quand même deux dynamiques, soit l'adaptation à un environnement qui change, soit effectivement des besoins nouveaux de sa part par rapport à effectivement des envies de mobilité, etc. Mais ce travail n'est pratiquement pas fait. Autre constat récurrent, la formation va essentiellement aux formés. Les plus diplômés et les classes supérieures ont davantage intégré ce réflexe que les autres. Le défi est donc de susciter l'envie, et ce, chez tout le monde. Sur le désir de la formation, aujourd'hui, en 2011, si on compare par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, il y a une explosion du désir de la formation. La formation est ancrée à 100%, et là, vous l'avez cité, en fait, il y a le web qui est venu pour complètement bouleverser le paysage, pour une raison très très simple. Il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, lorsqu'un client entre dans un magasin d'une marque que je ne vais pas citer, que vous connaissez dans le domaine électroménager, il est beaucoup plus informé du produit, des caractéristiques du produit qu'il va acheter que le vendeur.
Aujourd'hui, lorsqu'un apprenant, parce qu'on parle d'apprenant, entre dans une salle de formation, souvent il est beaucoup plus informé que le consultant ou le professeur des évolutions dans le domaine de comptabilité, dans le domaine des finances, dans le domaine de ceci ou de cela. Donc nous sommes en fait, en termes d'exigence, amenés à pouvoir remonter en fait la pente, être beaucoup plus professionnel à la connaissance, mais également à la transmission de la connaissance. C'est fini l'amateurisme, on fait dans le domaine de la formation. On est en expérimentation sur un dispositif qu'on a appelé l'accompagnement personnalisé. On leur propose un coaching d'une vingtaine d'heures pour les accompagner justement sur la sécurisation des parcours. C'est un accompagnement qui va durer 6 mois, 1 an, et qui va leur permettre, comme disait ma voisine tout à l'heure, de ne pas commencer par la formation, mais de commencer par le projet. Et la sécurisation des parcours ne dit pas une formation tout de suite pour un métier, mais une évolution sur plusieurs années. Ça va commencer peut-être justement par l'apprentissage des savoirs de base. Donc une première formation où ils vont aller se former sur le français, l'arithmétique, le savoir-être en entreprise, les nouvelles technologies, etc. Suivi ensuite de formations qualifiantes sur un métier. Le problème, c'est que c'est expérimental. On a un autofinancement qui est très léger, très minime, et on n'est pas sûr aujourd'hui de pouvoir pérenniser ce dispositif. On ne peut absolument pas dissocier le projet emploi et la formation professionnelle. Alors il y a déjà eu des expériences, et il y a des expériences en cours qui sont tentées sur des territoires. Je pense notamment aux plans locaux pour l'insertion et l'emploi qui accompagnent globalement la personne à travers l'ensemble des dispositifs, y compris les salariés et les salariés précaires. En utilisant les outils de la formation professionnelle et de l'accompagnement, les deux en parallèle, voire des outils sociaux, puisque souvent ces bas niveaux de qualification ont aussi des problématiques parallèles qui sont des problématiques sociales à résoudre en même temps. Et c'est de toute façon, à mon sens, la seule façon de résoudre le problème d'une façon globale. On parle de formation professionnelle et effectivement, aujourd'hui, notre gros problème sur le terrain, ce sont les compétences de base, ce sont les compétences clés. Je me demande aujourd'hui ce qu'il y a de plus précaire, si c'est effectivement d'avoir des missions et de la formation, puisque la masse salariale dans le travail temporaire est énorme. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit commentaire là-dessus tout à l'heure. Et en fait, le fait est que, si vous voulez, entre quelqu'un qui a travaillé tout le temps dans la même société et qui se retrouve à un moment donné sur le bord de la route sera certainement plus précaire que quelqu'un qui a eu l'habitude justement d'aller dans plusieurs entreprises et de bénéficier de formations tout au long de sa vie, parce que c'est exactement notre problématique dans l'intérim. Donc après, ce que je souhaitais dire, vous avez parlé les uns et les autres en fait de gens qui voulaient se former ou pas se former, et vous l'avez très bien dit, c'est souvent une question de niveau. L'appétence à la formation, elle est plus forte quand on a un bon niveau. Plus on est à l'aise avec la formation, plus on a envie de se former. Il faudrait que dans notre système éducatif, les gens soient préparés à ce que leur formation initiale ne soit pas définitive. Or, dans l'inconscient collectif français, le diplôme le plus élevé garantissait jusqu'à présent, mais finalement, on a encore des exemples du fait que ça garantisse réellement. Toutes nos élites sont quand même souvent dans ce cadre-là. Donc cette formation, dans la formation initiale, a une préparation à apprendre, vous me disiez, ça me semble tout à fait juste. Alors ce qui est tout à fait surprenant, quand on regarde les chiffres de préparation de Lisbonne et Union européenne 2020, on s'aperçoit que la France, en termes de participation à la formation continue, c'est dramatique. C'est dramatique. On a perdu 1% de participation des adultes en France aux activités de formation continue dans les tranches qui sont utilisées dans les tranches d'âge considérées, entre 20 et 64 ans. On a perdu 1%, on est dans les derniers en Europe. L'appétence à la formation continue viendra de l'exemplarité qui sera faite par l'encadrement. On l'aura compris, les freins sont encore nombreux et la route sera longue. Mais les apports de la formation dans une carrière et sur les individus ne font aucun doute. Par rapport au public qu'on accueille à l'IAE de Paris, donc on est essentiellement, nous, sur des niveaux master et doctorat. Et on travaille, de fait, avec des grandes entreprises. Donc on accueille des gens, en fait, qui viennent chercher à la fois une actualisation de leurs connaissances, qui viennent chercher, parce que l'essentiel de nos programmes sont des programmes diplômants, la reconnaissance via le diplôme d'un niveau de qualification, de compétences, mais qui viennent chercher aussi, alors ça c'est peut-être plus une spécificité de la formation continue en université, des outils conceptuels pour prendre un peu de recul par rapport à leur pratique professionnelle. Donc c'est pas seulement un contenu technique qu'ils viennent chercher, bien sûr qu'il faut que
les formateurs soient au niveau, et que l'amateurisme n'est pas de mise, mais je pense qu'il n'a jamais vraiment été. Mais ils viennent chercher aussi, et ça c'est ce que la recherche peut apporter justement quand elle est utilisée, réinjectée dans les formations, vraiment des outils, oui, des concepts, des références théoriques, hein, pour penser en fait leur action, prendre du recul. Moi, avant d'être au CNAM, j'étais au ministère de l'Éducation nationale et j'étais le responsable de la VAE pour le SUP et le SCO. Et ce qui était très important, c'est que moi, j'aimais bien aller voir les partenaires entreprises avec lesquels on montait des dispositifs et de faire des remises de diplômes sur des CAP, sur les plus bas niveaux sur lesquels on pouvait délivrer, et de voir l'importance que ça avait pour les individus, de les voir même des fois pleurer sans faire du misérabilisme, avec leurs enfants présents qui, eux, se retrouvaient dans des classes supérieures, et de voir que c'était possible de réussir. Et quand je leur demandais quel était leur plus grand bénéfice, ils me disaient ce ne sera pas la carrière, ce ne sera pas à 45 ans, mais c'est de me dire je suis capable je peux grâce à ce qu'on m'a proposé. Et je crois que la formation s'inscrit aussi, redonne une dignité pour beaucoup d'individus et surtout des gens qui ont eu ces problèmes-là. Ça pose derrière, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais parler longtemps, bien sûr, ça pose le problème derrière, des problèmes de pédagogie qu'on n'évoque pas ici. C'est que, voilà, les questions sont posées, on renvoie les gens souvent sur des logiques qu'ils ont connues, je le disais, avec un souvenir plutôt négatif, mais se retrouvent souvent, que ce soit éducation nationale ou hors éducation nationale, avec des pédagogies qui ne correspondent pas à des attentes et à des besoins d'individus qui sont éloignés de nos approches intellectuelles. On n'est pas assez peut-être sur des approches un peu plus pragmatiques.